petits gris sont la race extraterrestre la plus communément identifiée dans l'ufologie et dans les phénomènes d'enlèvement. Il y aurait trois types fondamentaux de gris. Ceux qui se reproduisent par le biais du clonage, par le biais de couveuses pour des œufs, et par un biais polyembryonnaire. Tous ces types ont en commun un problème de décadence et de dégénérescence biologique et sociale. Le type le plus généralement rencontré est très mince, avec deux grands yeux noirs. Ils sont petits, la bouche et le nez presque rudimentaires, une très grande tête avec un menton en pointe. Piloté par des petits gris, se serait écrasé à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947, et depuis cette époque, le gouvernement aurait récupéré l'engin et collaborerait avec cette race extraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Les hybrides seraient le résultat d'un croisement entre gris et humain, c'est à cela que serviraient les abductions. Les extraterrestres récupéreraient ainsi de l'ADN humain ou implanteraient directement leur propre ADN dans des ovules humaines. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Physiquement, il ressemble énormément aux humains bien qu'ils soient plutôt minces et sont plus forts que les gris. Ils posséderaient également des capacités mentales assez développées grâce à leur front haut et leur tête légèrement plus grande et plus ronde que celle de l'homme. La raison de la création de ces hybrides varie parmi les ufologues. Ils pourraient être fabriqués par les gouvernements humains pour créer une race supérieure alliant les meilleurs atouts de l'homme et des gris, ou bien par les gris eux-mêmes pour sauver leur race de l'extermination à cause de l'utilisation excessive de clonage ou de notre phénomène où le thème des reptiles et des dragons est omniprésent dans les mythologies et civilisations du monde. Comme eux, les reptiliens ont une forme humanoïde mais possèdent des caractéristiques particulières telles qu'une grande taille, une musculature imposante, des écailles, une langue fourchue, des yeux de serpent et parfois des ailes pour les plus importants d'entre eux. Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris, il y en a plein d'autres, il y en a plein. De nombreuses théories disent que la plupart des personnes les plus influentes sur Terre seraient d'origine reptilienne, pure ou par hybridation. Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre. Un hybride. C'est-à-dire ? C'est un hybride de première génération entre un reptilien, le fameux... comment il s'appelle enfin bref, il y a un... C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humain. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants. C'est ce qui explique le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, à lire le livre de David Icke, Flying Serpents and Dragons, que j'ai personnellement lu. Les reptiliens pourraient être les descendants évolués des dinosaures ayant survécu à la catastrophe il y a de cela des millions d'années. D'après les témoignages de victimes d'enlèvement, les reptiliens ne ménageraient pas leurs efforts pour se cacher, ou du moins pour cacher leur véritable nature. C'est presque comme s'ils essayaient, à la manière d'un caméléon, de se faire passer pour des êtres humains afin de gagner l'assistance de certains d'entre eux dont l'un serait considéré comme utile pour mener à bien leurs objectifs qui sont dans tous les cas de nature démoniaque. Les Anunnaki sont, dans la mythologie sumérienne, des dieux extraterrestres ayant créé l'humanité pour en faire des esclaves afin de travailler à leur place. Ils auraient ainsi associé leur propre ADN à celui de primates pour créer un nouveau travailleur. En effet, avant cela, ils avaient déjà créé une sous-race Anunnaki, les Igigi, que l'on peut associer aux Nordiques, qui s'est ensuite révolté. Ils auraient cependant enseigné à l'homme un bon nombre de leur sagesse et les auraient aidés à bâtir les premières civilisations. Et oui, il serait tout à fait possible que nous, les humains, ayons une origine extraterrestre. Cette théorie est celle de la panspermie ou ensemencement planétaire, selon laquelle les extraterrestres seraient à l'origine de la vie humaine, voire même terrestre dans sa globalité. Vous connaissez aussi peut-être la théorie des anciens astronautes, qui dit que les dieux des anciennes mythologies seraient en fait des extraterrestres, par exemple les Anunnaki, et qu'ils nous auraient visités par le passé pour nous apporter leurs connaissances.
En 2004, le projet Génome humain a permis d'établir définitivement le séquençage génétique de notre espèce. Selon le groupe de chercheurs ayant travaillé sur ce projet, il existerait un taux de probabilité très élevé que les séquences non codantes de l'ADN humain, qui correspondent à ce que l'on appelait auparavant l'ADN poubelle, et qui désignent les 97% de notre ADN dont on ignore encore la fonction exacte, proviendraient de codes génétiques issus de formes humaines de vie extraterrestre. Le professeur Samuel Chang explique avoir acquis la certitude que notre ADN est un programme hybride composé d'un code souche et d'un code spécifique à la Terre. Le fait que le code souche soit d'origine extraterrestre devrait, selon lui, être prochainement admis et reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. D'ailleurs, les gènes humains ne permettent pas à eux seuls d'expliquer l'évolution de l'homme. Il y a nécessairement quelque chose d'extérieur qui est intervenu dans le processus. Tôt ou tard, affirme-t-il, nous en arriverons à la conclusion que l'homme terrestre transporte le code génétique de ses cousins extraterrestres et que l'évolution n'est pas du tout conforme à ce que nous pensions. Nous sommes des poulets d'extraterrestres, comprenez ça, bon sang, des vaches. Why, when you look at the ancient accounts of the ancient gods, do you again and again see this reoccurring theme of the serpent race, the serpent gods, the flying serpents? Why, in my research for The Biggest Secret, have I come across a stream of people from different walks of life all over the world who have told me the same thing, that they have seen, to their astonishment and amazement, they've seen key people in positions of power just demanifest from being a human physical form and become before their eyes a reptilian figure. When you look at the ancient gods of the Indus Valley, they talk about the Nagas, the gods who, wait for it, had the ability to manifest as human or manifest as reptiles. This is absolutely vital to understanding parts of the Arizona interview, because she has experienced exactly this. And the background to what's happening is quite simple. This three-dimensional world that we appear to live in is only one frequency, one dimension of existence. We have a frequency range which we can perceive. We call them the physical senses. But outside of that range are other frequencies, other dimensions of existence and life that are sharing the same space that we are. In the space that my body is occupying now, for instance, are all the radio and television frequencies broadcasting to London. I can't see them, they can't see each other, they're not aware of each other because they're on different frequencies. Only when the frequencies become very close do we have what we call interference on the television or interference on the radio. And it's the same with creation. We live in conscious terms in this three-dimensional world. So this is our reality, this is what we perceive. But there are other dimensions. And the one closest to this is the fourth dimension. And staggering as it may seem, and you really have to read The Biggest Secret to see the immense supporting evidence for this, a reptilian race from this fourth dimension is the source, or one of the key sources, of the manipulation of this world. Back in the ancient world, again documented endlessly in so many parts of the world, in ancient texts and legends and accounts, are the stories of how this extraterrestrial race interbred with humanity, creating hybrid bloodlines. And when you do the genealogical research, you find that it is these human-reptile hybrid bloodlines that actually have occupied the major positions of power through the history of the last few thousand years, and today are in the key positions of power, running the banking system, the business system, the politics, the military, etc. And Arizona Wilder, who had no idea of all this other information coming towards me in researching The Biggest Secret, when I met her, she said and told me about how at
various satanic rituals involving the most famous people in the world, she had seen them again and again turn into reptile figures and then come back again during the ritual. I got a call from the head of an organization in America called Parents Against Ritual Abuse, who told me again from her experience how many of her clients who had been subjected to satanic ritual had reported the same story of how the participants had shape-shifted, as the term goes, from human to reptiles and back again during the ritual. Because I've seen the Queen Mother there, and I have seen the Queen there, I've seen Princess Margaret there, I've seen Charles there, and they shapeshift. And I have seen this, and I'm not coming up with his name right now, but he was president in France after de Gaulle. He was there. I've seen him there. I've seen the Rothschilds there. I used to see the Rothschild that lived in England there, but the one that still goes there and is a shapeshifter, Guy de Rothschild, Baron Guy de Rothschild, has been to all of these rituals and has been over in this country under the name of Dr. Barrington and tried to program me and has impregnated me several times with eggs that were taken from me years ago and were impregnated with semen from Pindar and then placed back into my uterus. This has happened to me twice, once at age 39 and this year right before I turned 43. And I had told my therapists ahead of time, before I ever could have known that this had been done to me. And it's happened at a certain place in where I have been living in the San Fernando Valley. It's happened at a house on Tyrone Street in Sherman Oaks. And my understanding is that there have been other survivors that have talked about this location as having been involved with programming and so on. And Baron Guy de Rothschild has tried to program me. All these years he has been trying to control me, get me back under control. And the Marquis de Libero is someone else that attends all of these functions and is, since he is the one in power, he attends all these functions. I have seen Tony Blair there, and he shapeshifts. I have seen Prince Philip there. They all have their quirks as to how they act, even in their reptilian form. And they all, they act, they don't act all like robots, but they have their quirks, they have their so-called personalities, but they are all cold-blooded. They would kill at the drop of a hat. I have even, since I've seen the picture of some people that are talking about this subject, I've seen them, when I've seen their pictures, I've recognized them. I did a double take a few weeks ago when I saw again someone who's been talking about around this subject, and it seems to be popular right now. Who's that? This man by the last name of Sitchin. I've seen at rituals, and he is a shapeshifter.
And I did a double take when I saw the picture of him, because I recognize him. And there's another person that I've seen, this Gardner, Sir Gardner. That Lawrence Gardner. Sir Lawrence Gardner. And he had recently written an article that was out in Nexus magazine. Part of it was about the menstrual blood, and what really triggered me was when he called it Starfire, because that is the name of one of the aspects of the three women who are the dressed mother goddess. That is my name in all of this. Sur les plus intrigants d'entre eux, semblent figurer des objets qui n'auraient jamais dû exister à une période aussi lointaine. Il y a ces bas-reliefs qui montrent une créature d'apparence reptilienne offrant quelque chose à un être humain. Ces cadeaux, en les observant avec attention, sont de forme sphérique et émettent de la lumière. On pourrait même y distinguer un filament. Cela ressemble fortement à une ampoule. Certains estiment que c'en est une. Et que penser des étranges créatures reptiliennes qui semblent transmettre leurs connaissances aux êtres humains? Et si ce que nous considérions comme des dieux étaient en fait des extraterrestres, avec lesquels les Égyptiens communiquaient? Si les Égyptiens antiques ont été en contact avec des extraterrestres, alors il se pourrait que ce soit eux qui apparaissent sur les hiéroglyphes, et non pas des divinités. On trouve dans le temple de Séti, à Abydos, de bien étranges bas-reliefs démontrant pour certains la relation entre les humains de l'époque et les extraterrestres. Sur les murs de cet édifice, on a pu voir ce qui ressemble énormément à des véhicules modernes, comme un hélicoptère par exemple, une sorte d'avion, et même une espèce de sous-marin. Comment expliquer que de tels motifs aient été gravés il y a 8000 ans? S'il s'agit bien de représentations de machines, cela signifierait donc que l'humanité aurait alors été confrontée à la technologie avancée d'êtres supérieurs. Alors, vous savez qu'il y a plein d'informations à travers les années qui sont sorties à propos des extraterrestres. La meilleure place pour commencer, c'est les religions. Si vous commencez à regarder la religion hindoue, ils vont vous parler des Vimana, qui étaient des soucoupes volantes, c'est le nom qu'ils leur donnaient. Ils parlaient des dieux qui avaient des capacités extraordinaires. Vous allez voir dans la Bible, je commençais à fouiller dans la Bible, regardez les mots comme Elohim, Yahvé, qui est une sorte de... Elohim, c'est un autre nom pour Dieu. El, ça veut dire Dieu au singulier. Elohim, ça veut dire Dieu au pluriel. Fait que la Bible, au début, à la fin, quand il parle des Elohim, il parle des dieux, pas de Dieu, des dieux. Puis imaginez-vous, les dieux, ils viennent du ciel, puis ils arrivent dans des chariots de feu.